Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Mes parents, mes profs, mon conjoint, mon boss et même ma gynécologue. Entre syndrome de l'imposteur et doute permanent, je me sentais prisonnière de mes étiquettes. Mais ça, c'était avant. Avant de réaliser que je n'étais pas seule à me traîner tous ces boulets. Et surtout, avant de décider de tout envoyer valser. La cheftaine, c'est un podcast où on parle de ce qui nous freine, mais aussi de ce qui nous inspire. En solo ou avec mes invités, j'ai décidé de secouer le cocotier. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Bienvenue dans la cheftaine, le podcast sérieusement décalé. Place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La cheftaine. Je suis ravie de te retrouver parce que j'ai encore eu le plaisir d'échanger avec une autre Élodie. Oui, je sais, je l'avais dit il y a quelques semaines, mais ce prénom me poursuit, ce n'est vraiment pas de ma faute. Et puis, il faut bien le reconnaître, Élodie est un prénom porté par des femmes hautes en couleur. Transition parfaite pour te parler de notre Élodie du jour, qui est une adepte du rouge vif, la couleur de la passion et de l'amour. Je suis une grande fan de son travail, de son énergie, et en 2023, lorsque j'ai moi-même hésité à lancer mon activité dans le milieu du mariage, son parcours faisait déjà partie de mes inspirations. Je veux bien entendu parler d'Élodie Bansard, fondatrice de l'agence D-Day Wedding Planner. Élodie est une self-made woman. Dans l'épisode du jour, elle nous raconte comment, après des études de droit, elle s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale par passion pour le monde du mariage. Elle a réussi un pari fou, qui est d'être devenue, en l'espace de 10 ans, l'un des réseaux de wedding planners les plus connus en France, pour ne pas dire le numéro 1. Et tout ça en partant de zéro. Entre audace, stratégie et anecdote, elle nous dévoile ce que ça implique vraiment d'organiser des mariages et d'en faire une entreprise qui fonctionne. Prêt à découvrir l'envers du décor? Branche tes écouteurs et détends-toi. Laisse-toi porter, on y va ensemble. La cheftaine, le podcast, nouvel épisode, c'est parti. Donc Élodie, bonjour. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à la cheftaine, le podcast. Je suis très très contente et très excitée à la fois. Ah, mais moi aussi, ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors, les gens ne voient pas puisque forcément, hein, on est en format podcast, mais tu es habillée en rouge, même dans la vraie vie. Là, je te faisais la remarque en antenne, je trouve ça rigolo. Donc, c'est vraiment la femme en rouge tout le temps. Oui, totalement. C'est vrai que c'est un ADN. Je crois que ça transpire de mes pores et c'est vrai que je mets pas en rouge tous les jours, mais c'est vrai que je suis quand même bien souvent en rouge et rose. Pour moi, c'est des couleurs peps qui vont avec mon univers et surtout quelquefois qui m'aident à être éclatante et de bonne humeur quand les journées sont plus sombres. Bon, super. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, Élodie, présente-toi. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Bien sûr. Alors, je suis Élodie Bansard, j'ai 35 ans, je suis organisatrice de mariage. Je suis basée à Lyon depuis maintenant 9 ans, mais j'ai beaucoup voyagé à travers la France. Je suis originaire de la Sarthe, puis j'ai été à Angers, puis à Bordeaux, puis à Dijon, puis à Strasbourg, donc j'ai fait un peu le tour. Et me voici maintenant lyonnaise depuis presque une petite décennie. Et j'organise des mariages sous le nom de D-Day Wedding Planner, qui est l'entreprise que j'ai fondée il y a maintenant 11 ans. 11 ans dans quelques jours d'ailleurs. Et aujourd'hui, D-Day Wedding Planner, c'est une agence avec 35 D-Day Girls qui travaillent sous le nom D-Day partout en France, en Suisse, Belgique, mais aussi au Canada. Donc, c'est une aventure incroyable que je vis. International D-Day, on peut le dire. Ouais. Et donc justement, ton parcours professionnel, ça fait 10 ans, bientôt 11 que D-Day occupe tes jours et tes nuits, on va dire. Hein. Une entreprise, ça nous hante toute la journée et toutes les nuits. Mais le droit mène à tout, parce que je crois qu'on a ce point commun toutes les deux. On a fait des études de droit. Et ça me fait sourire, parce que mes profs à la fac, je pense que les tiens disaient la même chose. Vous ferez du droit, mais vous ferez pas que ça de votre vie. Et comment... vas-y, dis-nous un petit peu plus sur ton parcours. Comment on passe du droit à l'événementiel privé, au mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est d'ailleurs la question, c'est comment on passe du mariage au droit, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours voulu être wedding planner. En tout cas, ça a commencé très concrètement à mes 14 ans. Je pars en voyage en Angleterre, comme beaucoup au collège, je fais une semaine d'échange et ma famille d'accueil, elle est wedding planner.
et je ne connaissais pas ce métier. Moi, j'avais comme notion de ce métier que des films que je voyais à l'américaine et tout ça, mais j'avais pas vraiment compris que c'était un réel métier, que Jennifer Lopez existait en vrai, en fait, dans ce métier incroyable. Et je rentre de ce voyage, du haut de mes 14 ans, et je dis à ma mère, bah moi, je vais faire wedding planner. Et alors ma mère, moi j'aime la campagne de la Sarthe, donc alors wedding planner, rien que le mot en anglais, ça a fait rire tout le monde, et même la traduction en français, ça les a fait rire. Et en effet, donc c'était en 2004, le métier n'existait pas du tout en France. Ouais. Il existait en Angleterre, parce que c'est un métier qui existe enfin, il est plus vieux en Angleterre qu'en France. Mais voilà, aucun espoir sur la France, donc je continue mes études, je fais un bac général. Et c'est vrai que pendant tout le lycée, quand même, mes potes aujourd'hui me le redisent, tu nous as quand même bien saoulés avec ce métier à chaque fois, mais qui n'existait pas. Je vais au CIO, je dis que je veux être wedding planner, enfin bref, je me fais avouer à chaque fois en me disant que c'est un métier qui existe. Mais sauf que quand j'arrive à mes 17 ans, donc 3 ans après, en fait, le métier commence à arriver en France. Il y a eu une ou deux wedding planners sitôt. Et Il y a là, eu le moi, je dis, film. mais moi, c'est vrai. Comment? Je dis, il y a eu le film avec Jennifer Lopez, justement, qui a permis. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que ce métier commence à, alors je dis pas à se développer, mais en tout cas, il y a un petit vaguelette en France. Et du coup, moi, je vais faire ça. Et donc, on commence à regarder qu'est-ce qu'il y a dans les écoles événementielles. Alors déjà, les écoles événementielles, il y a 15-16 ans, pas grand-chose. Et alors, les écoles événementielles privées, inexistantes. D'accord. Et donc, du coup, on me dit, mais vous savez, de toute façon, en vrai, pour l'instant, les études par rapport au métier que vous souhaitez faire, c'est compliqué. Ce métier que vous souhaitez faire, c'est compliqué. Allez dans un plan rassurant et vous avez un Mm. bon niveau d'études. Allez, du coup, dans les filières royales, droit ou médecine, quoi. Alors moi, dès que je vois une goutte de sang, je tombe dans les pommes, donc pas médecine, vraisemblablement. Et c'est vrai que je me disais que j'allais choisir le droit, pas parce qu'on me l'avait que conseillé, mais parce que aussi, on peut considérer pas avec mon idée de wedding planner, et je me suis dit qu'on avait l'air de respecter plus les gens qui avaient la casquette de juriste. Et donc, pour le respect qu'on apporte à ceux qu'on fait fac de droit, c'est comme ça que j'ai choisi de faire la fac de droit et que je suis rentrée, du coup, en première année de droit à la fac d'Angers, du coup, en 2007. Et puis après, j'ai continué ma licence à la fac de Bordeaux. Et du coup, je suis juriste en droit public, ce qui a fait rire beaucoup de gens parce que tous les étés, les facs de droit d'Angers ou de Bordeaux ont accepté de signer des conventions de stage pour que j'aille faire des stages de wedding planner avec les premières wedding planners qu'il y a eu en France. Donc il y a un lien énorme en fait entre les deux et je remercie vraiment sincèrement les facs d'avoir joué le jeu. Parce que moi, je me suis fait ma formation pratique en même temps de faire mes études de droit. J'étais pas une excellente juriste parce que de toute façon j'étais pas passionnée par ça, mais j'ai appris plein de choses. J'ai appris la rigueur, j'ai appris l'organisation, euh, j'ai appris aussi ma façon de m'exprimer qui était pas totalement celle d'aujourd'hui. J'avais un accent sartois, etc., et qui a vite été gommé à la fac parce que je me suis fait moquer. Mais bref, aujourd'hui en fait je suis devenue un caméléon et la fac de droit m'a apporté ce côté caméléon et cette rigueur, je m'en sers au quotidien. Parce que c'est vrai que la rigueur du droit, je pense que tu pourras que le confirmer, est quand Ouais. même unique. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais on nous apprend à réfléchir, donc et à nous organiser. C'est vrai que c'est pas incompatible effectivement avec tes fonctions de wedding planner, si je Ouais, comprends bien. exactement. Et je te Mais dirais que ça veut dire que jeune wed... Excuse-moi. non, non, je t'en prie, vas-y, continue, continue. C'est vrai qu'un jeune wedding planner que j'ai commencé, eh bien, avoir un CV de juriste m'a énormément aidé aussi pour le respect des clients. Je Oui. signais des clients qui avaient 10, 15, 20 ans de plus que moi. Eh bien, le fait que je suis juriste, donnait quand même une lettre majuscule à ce que j'étais. Alors que juste wedding planner, même encore aujourd'hui, les gens ont du mal à considérer ce métier. Donc quelquefois, c'est vrai que sortir de la carte du droit, bah, ça permet de se dire, tiens, elle est pas complètement conne, celle-là, quoi. Même si c'est pas très sympa de se le dire ça, mais c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Non, mais oui, c'est vrai que c'est typiquement français de s'attacher à des diplômes, effectivement. Alors, c'est public ou privé en Ah, moi, droit? je suis de la team droit privé. Donc, tu vois, déjà, ouais, Déjà deux teams différentes. déjà, tu vois, les gens en droit public, ils étaient un peu délurés, tu vois, ça comprend. Voilà, c'était une Totalement. petite blague de juriste. Donc ta passion pour le mariage, ça vient de très, très loin. C'est clairement pas opportuniste. C'est vraiment, je vis, je veux faire du mariage de ma vie, quoi. Oui, c'est drôle d'ailleurs quand j'y repense 20 ans en arrière de se dire qu'à 14 ans, je sais pas, que j'ai complètement buggé sur ce job. Et que je suis trop contente parce que c'est vraiment le métier qui est venu à moi et pas moi qui ai été chercher le métier. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que j'en suis là, en fait, parce que moi, il est en ADN, quoi. Je dis souvent que je suis tombée dedans quand j'étais petite comme Astérix, enfin, non, comme Obélix, d'ailleurs. Et que, voilà, c'est pas moi qui ai été chercher ce métier fou. C'est ce métier fou qui m'est tombé dessus.
Alors j'ai écouté parce que tu as participé à pas mal de podcasts. Il y a dans un des podcasts que tu avais, une interview que tu avais donnée, tu disais que c'était lors d'anniversaire du D-Day, du débarquement que tu avais eu l'idée justement du nom de ton agence. Mais la robe rouge, elle vient d'où? Parce que c'est aussi une marque de fabrique. L'agence D-Day, c'est des wedding planners en robe rouge. Oui, totalement. C'est vrai que le rouge, c'est vraiment notre entité, c'est notre dress code, mais même au-delà de notre dress code, t'as raison, c'est notre emblème. C'est vrai que d'idée, déjà pour le nom, c'est venu en effet parce qu'à la base, je me suis dit, ah, tu vas pas faire que des mariages, je dis, il faut que tu vois plus grand. Mais en fait, pas du tout. J'aime que les mariages, j'aime rien faire d'autre. C'est pour ça que j'avais mis d'idée et pas wedding day ou un nom spécifique au mariage. Ce qui me fait vraiment rire aujourd'hui alors que je ne veux que faire du mariage. Et pour la robe rouge, bah alors là, pour le coup, c'est pareil. C'est dans ma vie, il y a quand même beaucoup de jolis hasards. Et j'étais avec ma première stagiaire que j'avais accepté de prendre, je dirais, il y a peut-être 8 ou 9 ans maintenant, qui est devenue ma première franchise à Dijon, qui est toujours ma première franchise et qui est toujours à Dijon. Et en fait, toutes les deux, on s'habillait en fonction du mariage pour fondre un peu dans la masse. Donc quand le mariage était poudré, on était en rose poudré. Quand le mariage était bleu, on était en bleu. Puis un jour, le mariage était rouge et on s'est mis en rouge et on s'est dit, putain, ça claque en fait. Déjà, le rouge, ça nous, enfin, c'est nous en fait. Et puis les gens nous ont dit, ah mais on vous voit bien, on arrive bien à vous repérer quand on vous cherche pour le parking, quand on vous cherche pour savoir à quel moment c'est l'animation. On voit que c'est vous. Et ça, dans ma tête, ça trotte. Je me dis, bah non seulement je trouve que c'est pétillant comme couleur, les gens, bah, quand ils nous cherchent, ils nous voient bien. Normalement, à part ce mariage en rouge, en fait, à l'époque, il y a 10-11 ans, les invités ne se mettaient pas en rouge dans un mariage, parce que ça a une connotation. D'ailleurs, les films américains s'en amusent un peu. Normalement, quand une femme vient en rouge le mariage, c'est qu'elle voudrait pécho le marié. Normalement, les filles se mettaient pas en rouge dans les mariages. Et nous, on disait, bah, nous, on est les wedding planners, mais qui vont pas se poser des questions. On n'est pas Jennifer Lopez. Donc, et donc, on s'est dit, voilà, vraiment, le rouge, on devrait se démarquer. Mais plus d'un point de vue pratico-pratique. Ouais. Et de ce point de vue pratico-pratique, bah, est sortie tout simplement une passion pour ce rouge. En plus, on se disait, bah, le rouge, c'est le rouge. Alors ça, tout le monde se moque de moi quand je dis ça. Parce qu'on m'a prouvé depuis des années qu'en fait, il y a 1 million de rouges et que du coup, je fatigue les filles avec le rouge d'idée. Et le rouge d'idée, c'est ça, c'est un rouge vif. Le rouge plus foncé, c'est le bordeaux. Le rouge plus clair, c'est coquelicot. Mais c'est vrai que c'était quand même plus simple qu'un bleu ou un vert ou un jaune, etc. En tout cas, dans ma tête, c'est plus simple. Et c'est comme ça qu'à partir du moment où j'ai rentré ma deuxième franchise, troisième franchise, bah, du coup, ils n'ont plus le choix. C'était rouge pour toujours. Ouais, puis c'est la couleur de la passion, ça va bien avec l'amour, justement. Oui, en plus, du coup, mais c'est vrai que j'aimerais te dire que ça vient de là, mais ça vient pas de là. Mais c'est vrai que particulièrement, quelquefois, quand j'ai envie de faire un raccourci, c'est la couleur de l'amour. Exactement, c'est parfait. Ben voilà, ça passe bien. Et du coup, comment a ressemblé l'aventure d'E-Day à ses prémices? T'es sortie de la fac, t'es allée au greffe et t'as monté ta boîte? Alors, non, c'est moi, j'avais une famille modeste. Donc, du coup, toutes mes études, j'ai dû travailler en parallèle de mes études pour payer mes études. Donc, comment te dire, quand je suis sortie de la fac, en plus, tous les étés, et je travaillais et je faisais mes stages de wedding planner. Bref, je gagnais juste suffisamment pour payer mes études et mes stages de wedding planner, bah, c'était des stages donc gratuits. Donc, je suis sortie de mes études, j'étais pauvre. Euh, j'étais remplie de connaissances, mais pauvre. Donc, je pouvais pas créer mon entreprise en tant que pauvre parce que du coup, bah, je pouvais juste pas payer mes premières coms, mon premier site, etc. Donc, ça marchait pas. Évidemment que j'ai essayé d'aller voir les banques et qu'ils ont évidemment pas suivi puisque ce métier, encore une fois, n'est pas respecté. Et donc, aucune banque m'a suivi. Je demandais un prêt de 5 000 euros à l'époque, ce qui me semble dérisoire. Je voulais juste que ça me paye mon site internet. On m'a refusé du coup mon prêt et du coup, de toute façon, assez naturellement, je m'étais dit qu'il fallait que j'aille travailler et que en CDI, voilà, décrocher le CDI et que tout mon salaire allait passer, enfin dans ma vie évidemment, mais aussi dans la création de mon entreprise. Oui. Et donc, c'est ce que j'ai fait. 2 mois après avoir eu mon diplôme, je suis rentrée en tant que assistante de marché public, juriste en droit public oblige. Ah Et oui. puis je voulais pas un job qui me prenne non plus trop de temps, quoi. Donc vraiment un 35 heures pour pouvoir avoir le temps de créer mon entreprise. Et donc je dirais 4 mois après avoir eu mon diplôme, j'ai créé mon numéro SIRET. D'accord, oui, donc t'avais vraiment stratégique, quoi, la vision. Et tu sais, pendant toutes mes études, parce que j'ai repiqué ma deuxième année, pour tout dire, parce que je me suis beaucoup trop amusée avec des Erasmus espagnols qui étaient à mon étage dans la cité universitaire. J'ai fait la fête comme eux, j'avais oublié qu'en fait, moi, je n'étais pas espagnole. Bref, mais avec le recul, j'ai tellement bien fait. Ces années-là sont tellement précieuses. Donc voilà, j'ai repiqué la deuxième année et quand j'étais en deuxième année, je me disais, oh là là, mais le métier il est en train de percer en France et moi, je suis là à être à la fac de droit et tout. Est-ce que je suis pas déjà en retard? Est-ce que Ouais. je suis pas déjà en train de louper les prémices de ce job? Ça a été toutes mes années d'études. J'ai pensé ça. Je me suis dit, je suis en train de prendre du retard, je suis en train de prendre du retard. Mais en même temps, très concrètement, personne n'aurait fait confiance à une fille de 18 ans qui sortait du bac, sans études, 18 Oui. ans.
Comme j'ai vu après, à 22 ans, comme j'ai peiné, je me dis, en effet, le 18 ans a été trop tôt. Mais c'est vrai que moi, pendant toutes mes études, je me suis dit, oh là là, je vais louper un truc, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Donc c'était une évidence qu'une fois que j'ai fini mes études, après c'était straight on, quoi. Je perdais plus de temps, j'allais plus à la fête en Espagne ou comme ça. Je traçais sur mon entreprise. Et qu'est-ce que tu te gardes de ces premiers mariages, justement, parce que tu étais toute jeune, tu étais peut-être même pas en couple toi-même, donc tu avais pas du tout cette logique de vie. C'est difficile en termes de crédibilité, justement, face aux premiers clients, non? C'est vrai que c'est toujours marrant parce que moi, je me suis mariée que l'année dernière, donc du coup, tu vois, le mariage pour moi est pas nécessaire pour être une wedding planner. Ça a toujours Ouais. été dans mon esprit. D'ailleurs, pendant un moment donné, je me disais oui, je me marierai un jour, mais c'était vraiment pas un goal, tu vois. Et je sais pas pourquoi je suis tant amoureuse du mariage, mais j'étais pas tant amoureuse de mon mariage. Enfin, maintenant que je l'ai fait évidemment, mais c'est vraiment quelque chose qui ne s'explique pas. Le mariage des autres m'a toujours passionnée, fascinée. Et et il y a des wedding planners qui disent: «Je suis amoureuse de l'amour». Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis amoureuse des mariages. Et et donc finalement, sur la crédibilité j'ai 22 ans, je suis une jeune femme et je vous marie, ça s'est jamais trop posé cette Mmh. question. Contre, j'ai 22 ans, j'ai une entreprise qui vient de commencer et du coup, je vais gérer votre budget, je vais parler à des propriétaires de lieux et cetera. Ça posait problème. Le manque de, Ouais. bah, voilà, le côté jeune femme, le côté jeune et le côté femme. Le problème, Oui, c'est que c'est ça. évidemment. On vit dans une société agiste et sexiste. Donc, le problème de l'âge était un souci. Alors que si j'avais été un homme, je pense que ça aurait eu moins un souci. Et le problème d'une femme a été un souci aussi. C'était dur avec les prestataires. Donc, en fait, ce que je retiens de mon début de carrière, c'est, un gros saut dans le vide, déjà. Des grosses trouilles et en même temps, ça faisait, 10 ans que je retenais l'élastique donc j'avais qu'une envie, c'était d'y aller à fond les ballons, quoi. Donc je retiens vraiment ce saut dans le vide, où j'avais trop hâte de sauter et en même temps quand tu sautes, ça fout une trouille, sans nom. Je retiens en effet, bah, ma première claque sexiste de toute ma vie. Enfin, je pense qu'avant j'en avais pris mais je n'étais pas consciente. Mais c'est vrai que parler à des traiteurs, qui te considèrent comme de la merde ou parler à des propriétaires de lieux qui te considèrent pas, c'était dur. Hem Après, je sais pas pourquoi, mais par contre vendre à des mariés, convaincre des mariés, bah, ça je dois avoir ça dans l'ADN parce que pourtant j'ai fait des études de droit, j'ai pas fait d'études de commerce. Heu, mais je pense que quand on est passionné, on peut tout C'est vendre, ça. enfin, Oui, quand on est oui. passionné par le sujet, et 11 ans après, les gens me disent la même chose que ce qu'on me disait à l'époque, c'est: «Oh, ah là, vous avez le feu, vous avez l'envie» et cetera et je sais que je le vends par ça, je le vends par ma passion. Donc avec les mariés, ça a jamais été trop difficile. C'était difficile un peu parce que tu viens de créer ton entreprise, ton sirette, il est jeune, tu as des gens en face de toi qui ont 30-40 ans, mais quand ils voient ta passion, ils disent: «OK, on peut y faire Oui. confiance». C'était avec les prestataires que c'était dur et se faire, respecter, c'était dur. Et Ça a comment tu formé as un fait? caractère, quoi. Tu as fait comment, justement? Bah bah, là, pour le coup, souvent, je sortais la carte de la juriste, hein, déjà. D'accord. Bah, ouais, non, mais la carte de la juriste, tu imagines pas, hein, c'est les 5 premières années, c'était ma carte magique, hein. Ça m'était arrêté de me prendre pour une conne, en fait. Moi, je prenais le code des marchés publics, hein, voilà, Ouais et je d'abord. te le tape sur la gueule. Ah mais il est lourd en plus, il doit faire mal Ouais, celui-là. ouais, il est lourd. Et franchement, comme il suffit de lire les contrats, des livres de réception, les contrats des traiteurs, j'ai envie de dire, mais en fait, vous êtes dans une illégalité telle que si vous me faites tellement chier, moi, je vous dénonce, en fait. Eh Enfin, ben ce genre voilà. de choses, en fait, par la menace, tu obligé de faire peur aux gens parce qu'ils voulaient te faire peur à toi. Donc quand tu montres et puis en fait, le pire, c'est que ces gens qui ont été très difficiles au début, bah, après ils ont, j'ai eu leur respect, au fur et à mesure de mon travail et aujourd'hui, mais ça peut être des collègues ou des gens d'ailleurs qui essayent de briller sous la marque d'idées et ça me fait rire parce que moi, par contre, je me rappelle, je suis pas quelqu'un qui, enfin, je suis pas quelqu'un de rancunière, mais je me rappelle juste. Donc voilà, ça a été, disons que je suis devenue une femme à ce moment-là, une femme, forte et de caractère par ce métier. Parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que je suis née comme ça avec ce caractère, mais moi je suis née juste bavarde et optimiste, mais je suis pas née avec du caractère. Mais ce métier, il te l'impose et Ouais, donc tu dois faire comme si tu as confiance en toi, que les gens pensent que tu as confiance en toi, comme ça ils te donnent confiance en toi. Cette phrase, je la donne tout le temps à tout le monde. c'est un peu la méthode Coué quoi, ton truc, je vois. Ouais, Et exactement. aujourd'hui, D-Day, 11 ans plus tard, donc tu disais, c'est un peu la pas la success story, mais si, on peut le dire même, la robe rouge, se décline dans pas mal d'endroits, à l'international même. Tu avais déjà cette vision de développement quand tu t'es lancée ou ça s'est venu sur le tas? Et disons que c'est marrant parce qu'en effet, aujourd'hui, D-Day Wedding Planner, c'est la première agence de wedding planner en France avec le plus grand nombre d'agences et le plus grand nombre de mariages.
C'est 300, plus de 300 mariages par an, donc c'est énorme. Et je te dirais que c'est un peu arrivé par hasard. Comme la robe rouge, quoi. C'est C'est vrai, sur je te dis, il y a plein de choses qui sont venues à moi. Moi, personnellement, déjà, faut pas oublier que de 2004 à 2012, on dit que le métier n'existe pas, le métier n'existe pas, n'existe pas. Puis de bien sûr. 2007 à 2010, on dit, bon, bah, le métier existe, tu fais des stages chez tes wedding planners, mais elles n'ont pas suffisamment d'argent pour en vivre, elles sont obligées d'avoir un job à côté, donc rien n'est cohérent, en fait. Donc moi, on va pas se mentir, quand je crée d'idées, je me dis, j'ai d'idées, mais à côté, je vais continuer à être dans les marchés publics, en fait. Parce que ce métier, quand je l'ai commencé, aucune wedding planner en vivait. Ouais. Donc alors, c'est pour ça que quand les gens me posent cette question, j'ai envie de leur dire, bah attendez, moi déjà, mon rêve, c'était d'avoir un SMIC de ce job. Un SMIC. Et déjà, je trouvais que c'était un rêve un peu inavouable et inatteignable parce que personne n'y allait à l'instant Mmh. T. Donc, me dire que j'allais créer un réseau de franchise qui serait le plus gros de France, qu'on allait passer l'Atlantique, bah en fait, c'était plus grand que tous mes rêves. Et, et c'est ça qui est beau, hein, même en te le redisant, tu vois, je suis toujours un peu émue de ce truc parce que je me dis, ouais, moi, je voulais juste, déjà, je voulais juste être wedding planner, c'est pas grave si j'avais un job à côté. Après, je me suis dit, allez, essaye juste de sortir un SMIC et tu vivras pas bien, mais au moins tu vivras avec un job que tu adores et tu pourras lâcher le job. Et en fait, voilà, c'est par la rencontre. Moi, au début, je voulais faire confiance à personne, je prenais aucune stagiaire. Parce que pour moi, l'idée, c'était moi. Il y avait que moi qui avait la passion, enfin, cette passion-là. Et donc, il fallait pas que je perde cette passion, en me disant, je vais me démultiplier, etc. C'était moi et personne. Je faisais confiance à personne. D'ailleurs, j'allais sur les mariages solo. Et c'est la rencontre ouais, j'étais un peu rude, hein. C'est pour ça que quand tu te dis, waouh, 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 elles sont 35. L'été, il y a plus de 200 filles qui portent le t-shirt d'idée. Enfin, filles ou garçons. Et que là, moi, au début, je te dis, moi, je vais être toute seule. Parce qu'on sait jamais ce que font les travails, ce que font les autres comme travail. Donc ouais, c'est vraiment la rencontre de Cindy qui a forcé la porte plusieurs fois pour être stagiaire et j'ai dit non, non, non. Et elle avait 10 ans de plus que moi. Je me disais mais qui je suis pour former une fille qui a 10 ans de plus que moi. Ouais. Puis finalement voilà une jolie rencontre et puis après l'idée, enfin moi j'étais du coup à l'époque à Dijon parce que moi j'ai créé l'agence à Dijon. Tout à l'heure je disais que j'étais à Lyon depuis 8 ans parce que c'est bien à Dijon que j'ai créé l'agence il y a 11 ans. Et du coup, ça a tellement cartonné, alors pas instantanément, hein. Au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, Ouais. Dijon s'est installé, ça a cartonné. Du coup, j'ai pu faire rentrer Cindy. Et puis, au début, on a appelé ça une sous-traitante. Et puis non, en fait, c'était pas une sous-traitante parce qu'elle était en exclu sur Diday. Donc, c'était donc une licence de marque, une franchise. Et puis, bah moi, je me déménage à Lyon parce que Dijon était un peu petit pour moi et j'avais envie d'une plus grande ville. Et donc, on se dit, bah Diday, wedding planner, Dijon-Lyon, quoi. Et c'était OK pour nous. Déjà, waouh, attends, on fait Bourgogne-Rhône-Alpes, c'est classe et tout. Et puis, une ancienne stagiaire avec qui j'avais été stagiaire sur un mariage à Angers m'appelle et me dit, mais ça y est, en fait, t'as créé ta structure et tout. Mais tu sais, qu'on s'était dit en rigolant qu'on travaillerait ensemble. Et elle me dit, tu voudrais pas créer quelque chose à Nantes? Et je lui dis, bah ouais, si, de ouf. En plus, c'est ma région. Je suis originaire des Pays de Loire et tout. Donc, je dis, bah totalement, ça a du sens. Et puis, je dirais 2 semaines après, je sais pas pourquoi, une fille en Bretagne m'appelle. Et en fait, en gros, en 3 semaines, on est passé de Dijon-Lyon à Dijon-Lyon, Bretagne-Nantes. Ah oui, donc c'est une question enfin, les opportunités de vie qui se sont présentées et tu as saisi, Ouais. quoi. La jolie rencontre de Cindy, la jolie rencontre de la stagiaire à l'époque qui a repensé à moi, et la fille en Bretagne, sa mère, quand on parlait de nous, de je ne sais où, qui aurait voulu être wedding planner et qui vend à sa fille le métier de wedding planner. Et puis, en parallèle, du coup, c'était France Bleu Bourgogne, ça a été mon premier contact avec la presse. Mmh. Tu me dis, hein, je te réponds aux questions Non, 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 avec non, non, sur non. des romans. C'est parfait, c'est parfait. France Bleu Bourgogne, du coup, m'appelle et il me dit, oui, du coup, on voit que vous percez bien à Dijon. Est-ce que vous voudrez bien faire une petite interview pour nous? Je suis pas de ouf, hyper stressée, première interview radio en direct et tout. Mais trop cool. Et, en fait, une fois qu'on est dans un répertoire de presse, il faut savoir que le répertoire, je crois il se passe un peu d'une presse à une autre parce que quelques semaines après, c'est France Bourgogne qui m'appelle pour faire un reportage, le JT, montrer ce qu'est le métier de wedding planner qui se développe et tout. Et donc, on tourne et je pars en invité de France 3 Bourgogne. Ça commence à parler de plus en plus, Enfin, de plus en ouais, plus. boule de Et neige. là, c'était 7 à 8 qui m'appellent, du coup. Et pour un reportage sur les wedding planners. Donc, c'était en 2018. Et en 2018, le métier commençait à se faire parler de lui, mais voilà, il était encore vraiment beaucoup sur les reportages pour faire comprendre ce métier. Et donc là, ils me disent oui, on va rencontrer 3 wedding planners, on aimerait avoir 3 wedding planners dans le reportage, et on a bien kiffé vous, les filles en robe rouge, là, les 4, vous êtes cool et tout, enfin, les 4. Et je dis bah ouais, ouais, avec plaisir et tout, je passe l'entretien. Ils viennent faire une première journée de tournage et là ils disent bah en fait vous êtes tellement bah vous quoi qu'on va garder que vous en fait vous suffisez amplement au reportage. Génial. Et donc c'est énorme parce que
ça arrive jamais, normalement, un reportage, c'est jamais sur une entreprise, sinon c'est de la publicité, quoi. Alors, ils ont pas cité le nom de l'entreprise, donc c'était pas de la pub. Mais donc, un quart d'heure, 7 à 8, un dimanche soir, bah, ça a fait un boom. Et du coup, en 6 mois, on est passé de 4 franchises à 10. Génial. Ouais. Et puis après, bah là, c'était à partir de 7 à 8, de toute façon, à partir du moment où on était 4, moi, c'est vrai qu'en effet, ma perspective, c'était là maintenant, on va se concentrer toujours sur les mariés, mais en développement de franchise, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas, parce que c'est quelque chose qu'on a, on a un ADN, on est nous, on a déjà la red dress, etc. Bref, profitons de cette vague. Et là, j'en ai profité à ce moment. Et puis, du coup, 7 ans, depuis ce reportage sur 7 à 8, en effet, maintenant, c'est une vraie vision, en fait, que j'ai pour Mmh. continuer à développer cette marque et ce groupe. Et du coup, tu as dû, j'imagine, de commencer à te caper, à te staffer, à te structurer. C'est pas difficile justement de déléguer? Toi, tu disais que justement tu voulais, tout garder, tout concentrer entre tes mains et là il faut déléguer un petit peu, ta marque. Et bah, tu vas rigoler, mais en fait, à part recruter mes franchises et du coup faire confiance à chacune des personnes, en fait, je fais tout toute seule. Ah C'est-à-dire oui! que je continue à tout faire toute seule. C'est moi qui fais mes réseaux sociaux, c'est moi qui fais ma com. Alors, je suis aidée par une de mes franchises qui m'aide sur la com. C'est moi qui continue à être sur tous les fronts parce que j'ai peur que l'idée perde de cet ADN sinon. D'accord. Donc j'ai même pas d'assistante, j'ai pas de secrétaire, j'ai une avocate pour les contrats, j'ai un comptable pour ma comptabilité d'entreprise. Logique, oui. Mais non, je continue à tout faire toute seule. Après, vraiment, en effet, ce qui a changé par rapport à avant, c'est que je fais confiance à 35 personnes qui portent ma marque partout dans leur région ou dans leur pays. Mais du coup, voilà, je passe beaucoup de temps à faire les recrutements, donc c'est moi qui recrute aussi entièrement. Et, euh, et c'est vrai que voilà, j'essaye quand même de garder le cap et je sais aussi très bien où est ma limite. C'est-à-dire que pour garder ce côté familial chez Didet, je sais on arrive là vers un chiffre qui me semble être un chiffre, soit 35 franchises, qui me semble être cohérent. On va peut-être aller vers la quarantaine dans 2-3 ans, mais on n'ira pas bien plus loin. De toute façon, la France est remplie. Et après, c'est plutôt à l'étranger Mmh. qu'on va se développer. Donc en fait, je sais que jusqu'à 35-40, ça restera ma taille humaine et que je peux tout gérer. Et tu as encore le temps d'organiser des mariages quand même? Oui, je prends Ah bon. toujours 20 mariages chaque année, À toi toute ce qui est seule? beaucoup pour une wedding planner. Oui, ce Ah qui est ouais. beaucoup pour une wedding planner, parce qu'en moyenne, c'est plutôt 13-14 mariages. Moi, je suis montée très longtemps jusqu'à 30 mariages. Donc, moi, je suis quelqu'un de très productive. Et je me suis freinée, du coup, depuis 3 ans à 20 mariages pour avoir le temps de faire les choses correctement. Mais ça, tu vois, je pourrais jamais enlever les mariages parce que c'est ce qui me nourrit, c'est ce que j'aime le plus. Et je dis souvent, on dit Bien des sûr. girls, je suis très fière de mon équipe et je suis très fière de ce qu'on a fait. Mais si on me demandait de choisir, je choisirais mes maris. Je choisirais mon métier de wedding planner. Mmh. Toujours. Ouais, c'est non, mais Alors c'est la normalement, preuve vraiment personne que va te c'est demander de cette choisir. passion-là qui t'anime. Non, Oui, normalement. c'est-à-dire que l'entrepreneuriat et la création de franchise, c'est une fierté, mais c'est pas ma passion. Ma passion, c'est d'organiser des mariages. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, quel sacrifice personnel tu as dû faire pour mener à bien ce projet? Est-ce que tu dors la nuit déjà correctement, premièrement? Euh, euh, c'est vrai que en saison, les cerveaux, ça a été donc c'est vrai que la méditation, le sport, c'est vraiment hyper important pour dormir. Les sacrifices ont été très durs au début. Parce que déjà, quand tu as un job à plein temps et que tu as une entreprise à plein temps, bah, du coup, tu travailles 80-90 heures semaine et que t'es pas payé. D'ailleurs, parce que les 2 premières années de mon entreprise, la première année peanut et la deuxième année argent de poche. Donc, c'est des potes, enfin, moi, j'étais jeune, j'avais 22-23 ans, donc j'avais des potes qui faisaient encore beaucoup la fête. En plus, je suis une grosse fêtarde aussi, moi. Donc voilà, c'est refuser des soirées, c'est avoir un peu du temps différent de tes amis qui sont en début de carrière, avoir un conjoint qui comprend pas réellement ce que c'est, du coup changer de conjoint. Parce que bah c'est vrai qu'en effet quand on connaît à la fac de droit, même si je dis que je veux être wedding planner, le changement de vie il est énorme en fait, d'être une juriste ou d'être une juriste avec une entreprise à côté, une entreprise de wedding planner qui prend tes soirées week-end. Du coup oui en effet mon couple a pas marché par rapport à ça, parce que j'étais en train de devenir quelqu'un Oui. d'autre. Ouais, j'étais en train de devenir quelqu'un d'autre. Donc en fait, voilà, les sacrifices, mais c'est des sacrifices que je referais si je devais les faire. Ça a été ma vie privée, ça a été mon temps, ça a été peut-être une partie de ma jeunesse, mais en même temps, exaucer son rêve, est-ce que c'est pas bien plus beau que de pas l'avoir fait et d'avoir peut-être plus profité. Donc je pense que voilà, mes plus grosses concessions, c'était au début. Et puis après, aujourd'hui, je trouve plus que ce soit des sacrifices.
En effet, je loupe, tu vois, il m'est arrivé de louper les 1 an de mon filleul, et il m'est arrivé de louper les 10 ans de ma nièce. Alors, de venir le jour d'avant, le jour d'après, quand j'ai pas de mariage, je sais que quand ça tombe un samedi, c'est nul, quoi. Moi, les samedis, c'est complexe. Donc, je suis prise entre 1 ou 2 ans avant. Donc, là, j'ai une copine, elle fête ses 40 ans. Elle m'a dit, je veux absolument pas voir. Bah, du coup, elle m'a demandé à moi 1 an et demi avant, et je l'ai mis un dimanche, parce qu'il y avait un lundi de Pentecôte. Je lui ai dit, voilà, le samedi, je ferai le mariage, mais le dimanche, je peux faire avec toi. Et du coup, bah, la vraie preuve d'amitié, c'est qu'elle a fait ses 40 ans le dimanche soir. Et c'est ça aussi, c'est de Génial. s'entourer des gens qui comprennent quelle est ta vie. Et Oui. que m'inviter un samedi, bah, c'est me faire perdre du chiffre d'affaires. Et que ce chiffre d'affaires, je peux pas le récupérer, parce que des samedis d'été, c'est des samedis d'été, quoi. Il n'a pas comme on aimerait qu'il y en ait. Donc ouais, c'est s'entourer de gens qui nous comprennent, s'entourer du coup d'un mari qui nous comprend, comprendre que l'entrepreneuriat, il y a pas un bouton play et un bouton stop. Même si je me suis beaucoup plus comment dire, éduquée. En 2017, quand j'ai fait un voyage avec ma meilleure amie au Japon, elle m'a dit, soit je te fous ton téléphone par la fenêtre, soit tu débranches tes mails. Et elle a eu raison, en fait, parce que je ne guéris pas le cancer, je n'ai pas le droit de vie ou de mort sur des gens. Donc, en fait, les gens peuvent se passer de moi pendant une semaine si je prends des congés. Et en être consciente, ça a tout changé dans ma vie aussi. Ça sert à rien que je lise des mails, et en fait, si je suis pas devant mon bureau pour y répondre. Donc, couper ma boîte mail tous les week-ends, le soir après 19h et pendant mes vacances, ça a changé aussi ma notion de repos. Et quand je suis mieux reposée, je reviens plus en forme. Alors, je dis pas que je ne pense pas du tout à mes mariages. Quelquefois, l'inconscient il y est. Je vois un Bien truc, je sûr. pense à eux. Mais au moins, je suis pas en train de Mhm. regarder le mail de tiens, j'ai signé le devis, etc. Aujourd'hui, j'ai une méthode de travail qui fait que voilà, je peux partir une semaine et qu'il y a pas grand-chose qui va bouger. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Je guéris pas le cancer. Il n'y a pas mort d'homme si je réponds pas à un mail dans les 3 minutes 30 suivant sa Ah, réception. Mais c'est savoir couper, ça s'apprend. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est parfois face à l'adversité, au sacrifice et un petit peu de, hein, ça nous gonfle ah ouais. aussi à un moment d'être saturé de demandes. Et tu as envisagé à un moment d'éventuellement tout arrêter si c'était trop de pression? Parce que c'est quand même un métier où vous avez pas le droit à l'erreur, les wedding planners, hein, tu vois? Ouais, C'est c'est tout le temps parfait. Pas le choix. Parce que du c'est coup, on ça. peut pas refaire une deuxième fois. Et ouais. C'est dur. C'est dur. En 2016 et en 2017, j'ai croisé la route de mariés qui ont fait que 2 fois j'ai eu envie d'arrêter. Euh, Ah oui. Disons que 16 et 17 a été un tournant pour plein de choses. Tout à l'heure, je te parlais de 17, c'était le moment où j'ai voyagé et j'ai compris qu'il fallait pas que je me prostitue pour mes mariés non plus, c'est pas ce qu'on me demande. Mais j'ai rencontré 2 couples, un couple des Émirats, un couple d'Américains, qui avaient une façon de voir mon métier qui n'était pas la mienne. Moi, je pensais depuis le début de ma carrière que le luxe devait être certainement mon objectif, parce que tout le monde, enfin, je sais pas, tout le monde dit ça, donc j'avais pas réfléchi plus que ça. Je me suis dit, le luxe, ça doit être là, vraiment, quand t'es meilleur, tu fais du luxe. Et bah non, en fait, parce que quand j'ai touché au luxe avec ces 2 couples, eh bien, non seulement j'ai trouvé ça extrêmement désagréable de croire que les gens pouvaient me claquer des doigts et qu'ils allaient revenir, que qu'on me respectait pas pour la personne avec qui j'étais, et qu'on me demandait même pas comment j'allais. Enfin, je sais pas, moi, les échanges avec mes mariés, c'est ça va, et toi, t'as passé un bon week-end, oui, et toi, enfin bon, voilà, Mmh. passe un an C'est et demi, familial, ouais, c'est ce que tu voilà, c'est disais. familial, et puis c'est ça que je veux. D'ailleurs, chez Lidl, nous, c'est la girl next door, la fille d'à côté, la fille sympa, pas la wedding planner qui se prend au sérieux. Et du coup, c'est vrai que ces 2 mariages que j'ai quand même menés jusqu'au bout, mais il y a eu plusieurs fois où j'ai cru que j'allais arrêter, m'ont tellement malmenée, m'ont tellement fait détester ce que j'étais en train de devenir, et en fait, vraiment, j'ai détesté les 2 mariages, et je me suis dit: «Mais en fait, ça y est, j'ai perdu la passion», et qu'en fait, je veux pas ça, en fait. Moi, je change de métier, je déteste qui je suis. En plus, ça avait entaché un peu toute ma saison. J'ai essayé de garder le poker face pour mes mariés, mais moi, j'étais en mode: «Ah, ce mariage, ce mariage, ce mariage, ce mariage», et disons qu'il y a eu un avant, un après. En effet, j'ai cru que j'allais arrêter mon entreprise parce que je prenais plus plaisir. Et en fait, j'ai juste réfléchi et je me suis juste dit, bah non, en fait, il faut juste que tu choisisses mieux tes clients et que tu mettes un Mmh. cap qui sera plus un cap vers le luxe, mais un cap vers qui tu es. Et toi, tu es une personne qui vient d'un milieu modeste. Tu sais la valeur d'1 euro. Tu as bossé pendant tes études à l'usine. Tu as mis de la viande en barquette. Et ben, en fait, si des gens en face de toi, ils sont tellement loin de ce que tu connais, bah, du coup, on pourra pas matcher. Parce que oui, je veux bien être caméléon, et pour eux, je te dis ça, eux, les mariés, ils ont peut-être pas ressenti ça, hein, d'ailleurs, parce que je fais en sorte que quand on me prend, j'essaie d'être caméléon. Mais c'est chiant, en fait, au bout d'un moment d'être caméléon, quand le caméléon est trop loin de toi-même. Oui. Et j'ai plus envie d'être trop loin de moi-même. Donc maintenant, je suis une fille, euh, je sais d'où je viens, je sais les clients que je veux, je sais mes valeurs. Les gens qui viennent pas vers moi, parce que moi, une seule connerie et je les taxe.
Les gens qui ont pas la valeur de l'argent, ça m'intéresse pas non plus. Les riches de génération en génération qui ont jamais dû bosser, c'est pas mes clients. Moi, j'aime les gens travailleurs, j'aime les gens qui connaissent la valeur de l'argent, et j'aime les gens, ça me dérange pas que, ben voilà, qu'on mette le paiement en plusieurs fois et qu'ils se saignent un peu pour m'avoir, mais qu'au moins, ils connaissent la valeur de mon argent, ils connaissent la valeur de leur argent, ils connaissent la valeur de mon travail, et ils seront contents de m'avoir. Et ils me respecteront dans ce que je suis. Et donc, ça a été un tournant. En fait, finalement, j'ai pas arrêté, j'ai modifié. Oui, tu as évolué dans ta chaîne des valeurs et dans les prestations que tu proposes, quoi. Je vois. C'est ça. Et après, les années d'après, j'ai pour la première fois dit non à des prospects. C'est fort de réussir à dire non. Ouais. Ouais. Et, Ça s'apprend, ça hein, m'arrive, mais comme tu dis, il a fallu que tu arrives à tout ce cheminement à un pour point pouvoir de dire non, non-retour, quoi. ouais. Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand tu dis non, ils se rattachent à toi, mais comme la mouche sur un rocher. Parce que d'un coup, tu deviens tellement important pour eux. Des gens à qui je dis non, c'est eux derrière qui vont se modifier pour être à mon niveau. Et je me dis, waouh, ça y est, on en est là. Cette année, 2 fois, du coup, ça a fait ça. Et du coup, tu finis par après, si tu serais bête de pas valider. Du coup, à partir du moment où ils ont compris que j'allais leur dire non et j'explique pourquoi, je leur ai dit non et j'explique pourquoi, et que je dise, ah non, mais on peut être comme ci, comme ça, on est d'accord avec vous, etc. Vers nous, on vous veut vraiment, en fait. Ok, donc maintenant, vu que vous savez qui je suis, on va pas revenir sur ce sujet dans l'organisation. On est d'accord là-dessus. Et du coup, tu pars avec des bases bien plus saines. Ouais, il faut Et éduquer le client. bah ça, je passe ma vie. Ce soir, j'ai une réunion mensuelle avec les filles et l'éducation du client, ça vient toujours dans les dans les réunions, parce que l'éducation du client, c'est pas m'écrire sur WhatsApp, c'est pas m'écrire un SMS, je suis pas ta copine. Si tu m'envoies un mail, tu m'appelles, tu me laisses un message vocal. Mais voilà, pareil, le WhatsApp, le SMS, c'est toutes les choses où ça c'est de l'intrusion. C'est pas du travail, c'est juste du papotage. Et en fait, je suis pas là pour papoter, je suis là pour travailler avec eux dans de bonnes conditions. Et pour ça que le WhatsApp est interdit, type d'idée, quoi. Et justement, en 10 ans, l'industrie du mariage, de l'événementiel, ça a vachement évolué. Comme tu dis, on est passé d'un métier inconnu ou plein de stéréotypes surtout, à aujourd'hui. C'est vrai que je crois que c'est pendant le confinement, j'avais discuté avec une école qui fait de la formation en ligne, qui avait eu un appel d'air Ouais. dans les formations aux professionnels du mariage, etc. Comment tu as vu évoluer le métier? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vois évoluer à l'avenir? Quelle est ta vision là-dessus? C'est vrai que ce métier, il est génial parce que de faire un métier qui était dans les balbutiements, de le voir évoluer chaque année, c'est génial d'être dans la vague en plus. Métier, en effet, on va compter en 2024, on a eu de la chance, on a fait 240 000 mariages en France, pas les wedding planners. En France, il y a 240 000 mariages, il y a eu un gros boom de mariages. En moyenne, on est entre 200, 220, 240. Il y a 15 ans, 0% de ces mariages étaient organisés par des wedding planners. Aujourd'hui, on tend à être vers un 11-12% de ces mariages organisés par les wedding planners, ce qui est génial. Aux États-Unis, c'est 80% des mariages organisés par les wedding planners. La route est magnifique. Elle nous attend, elle est droit devant. Donc, le milieu du mariage s'est jamais aussi bien porté que maintenant. Les gens aujourd'hui, ce n'est pas un mariage, c'est un événement qui doit leur ressembler, avec une direction artistique, une colorométrie, des kiffs, de la musique, du live. Bref, maintenant, c'est des événements qui leur ressemblent. C'est plus les parents qui payent un truc classique, c'est vraiment les mariés qui se payent un kiff, et c'est totalement différent. Et faire kiffer des gens, c'est un vrai bonheur. Et et je sais que dans 20, 30, 40 ans, on va vraiment arriver à 50% des mariages organisés par les wedding planners si les wedding planners sont mieux formés. Parce que la grande difficulté de ce métier, c'est le turnover. Ouais. Et il y a très peu d'agences qui passent les 3 ans. Très, très peu d'agences qui passent les 3 ans. D'accord. Ce qui fait que, en fait, le marché est en constante évolution, mais pas une jolie évolution. En fait, le marché est en constante transformation. Et c'est pas rassurant, pour les clients. Ou même les lieux de réception. Tu verrais, les lieux de réception, ils ont, mais, prends la casquette de toutes les wedding planners qui viennent les voir et qui tiennent même pas. Du coup, t'as de leur temps à faire visiter des wedding planners, des filles qui viendront pas avec leurs clients et qui ont coulé, à peine ils auront dit leur nom. Parce qu'en fait, peu de wedding planners ont très conscience de la difficulté du métier et de l'engagement que ça demande, du sacrifice que ça demande, du stress qu'il faut savoir gérer, mais aussi de la rigueur qu'il faut avoir, de l'éducation client, de l'éducation prestataire. C'est un peu dur ce mot, éducation client, éducation prestataire, mais malheureusement, c'est vraiment c'est des clients, les futurs mariés, s'ils entendent ce truc, ils doivent dire, mais elle est complètement obtus et fermé et dur. Mais non, pas du tout. En fait, c'est juste que vous, les futurs mariés, quelquefois, vous nous considérez trop comme une pote. Alors qu'en fait, faut nous parler comme vous parlez à votre traiteur. Et à votre traiteur, vous n'allez pas lui taper le bout de gras à 23h le soir.
Parce que voilà, c'est vrai que le métier de wedding planner, vu qu'il n'est pas factuel, les gens quelquefois ont du mal à comprendre de ce qu'on fait. Donc nous, on est là pour vous l'expliquer, on est là pour être avec vous, mais pas non plus votre meilleur ami. Donc voilà, je pense que faudrait qu'il y ait des créations d'entreprises, mais mieux formées, mieux pensées. Moi, des CV pour devenir leader, j'en reçois 200 l'année. C'est pas pour autant que je vous Ah prends oui. franchise. Bah oui, c'est énorme. Après, moi, je veux pas non plus qu'on soit 200. Et surtout, quand je passe les coups de téléphone et que je passe les premiers entretiens, moi, je dévends mon métier. Le vendre, il n'y a pas besoin de le vendre. Les réseaux sociaux le font, les films le font, mais on a fait l'agence au mariage, voilà. On a fait plein de choses qui communiquent sur notre métier et j'adore le faire. D'ailleurs, on communique comme on est, c'est sûr. Mais en fait, la réalité du terrain, c'est que c'est un métier dans lequel on n'est pas suffisamment payé par rapport à ce qu'on fait. Si on doit diviser notre nombre d'heures par notre salaire, c'est même pas un métier où on gagne le SMIC. Mmh. Après, faut faire beaucoup d'heures pour mieux gagner, ça c'est une évidence. Oui, mais C'est un métier où on sacrifie nos vacances l'été. Alors moi, je suis ravie de partir en hors vacances. Mais je veux dire, c'est un métier où en fait, au bout de 2-3 ans, les filles, soit elles ont réussi, mais en fait, elles n'en peuvent plus, soit elles n'ont pas réussi à réussir. Et donc, en fait, il y a des gros problèmes de compréhension de ce métier et des difficultés de ce métier. Et c'est pour ça que moi, quand je passe des entretiens, je passe mon entretien à dévendre le métier. Et si tu as envie de rester, comme moi, j'ai eu envie de rester il y a 11 ans, et ben là, du coup, tu seras un peu plus équipé pour réussir. oui, tu leur dépeins un tableau noir pour que vraiment elles soient conscientes. Enfin, je parle au Ouais, féminin parce que c'est vrai que c'est souvent des ouais, femmes qui se lancent dans ces métiers-là, mais qu'elles soient conscientes de l'endroit où elles mettent les pieds, quoi. ouais, exactement. Et pourtant, quand elles deviennent Disney Girls, elles sont dans une aventure qui est déjà préécrite pour elles. Formation théorique, formation pratique, suivi quotidien, réunion mensuelle, toutes les copines à côté, etc. Enfin voilà, elles sont déjà dans un univers où elles sont pas seules. Mais malgré tout, il y a aussi chez l'idée des moments où, au bout de 3 ans, elles sont épuisées, elles sont mamans et elles n'arrivent plus trop à tout gérer, elles voudraient gagner plus, elles voudraient, voilà. Et en fait, c'est un métier pas facile. C'est un métier aux États-Unis, il est payé 15 000 dollars, comme nous, en France, on plafonne à 4-5 000 euros leur total, quoi. Donc, on a 3 fois moins bien payé que les États-Unis. La route est encore longue, et les possibilités sont bonnes, a Mais priori. voilà, les possibilités sont magnifiques. Il y a quand même très peu de, Il y a quand même très peu de métiers, on peut dire waouh, la route est dingue. D'ailleurs, c'est ce que je disais, parce que je suis prof aussi de wedding planner dans des écoles de commerce, et je disais aux étudiants ces 2 jours, franchement, vous avez envie de faire un métier qui est un métier d'avenir. Mais c'est un métier qui n'est pas réglementé. Donc, n'importe qui peut faire ce métier, Mmh. sans formation, se lancer, paf, je suis wedding planner. C'est flip pour les mariés, quoi, quand tu penses. Mmh. Et c'est un métier qui est pensé trop dans un prisme de réseau social. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux nous montrent des choses beaucoup trop jolies. Moi, j'essaye, l'été, on me voit en story en train de porter des chaises, porter des tables, courir partout avec des services cellulaires, faire des mariages le mercredi jeudi, puis d'en refaire le samedi dimanche, voilà. C'est oui, je roule dans une jolie voiture, mais cette jolie voiture, elle se paye pas toute seule. Oui, tu pas juste en robe rouge, en talons de 12 centimètres à siroter du champagne le jour des mariages. C'est bien de C'est le dire ça, c'est aussi. quelquefois, ah là là, mais quel joli métier, t'es en dégustation traiteur, t'es en dégustation de vin. Moi, il se trouve que je viens du Mans, donc c'est vrai que ma tenue, je la mets dans ma voiture. Et tu sais, tout le monde se dit, oh là là, mais en fait, c'est Martha Stewart. Non, 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 non. Non. Martha Stewart, elle a beaucoup travaillé pour faire ce qu'elle est aujourd'hui. Mais nous, en France, on est vraiment très, très loin. On est dans les années 50-60 du métier de wedding planner aux States, parce que c'était les débuts du métier de wedding planner aux États-Unis. Voilà, nous, on est vraiment au début. Et je suis très, 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 très curieuse, de voir ce qui va en être de nous. Et j'espère sincèrement participer. Pour l'instant, j'y participe de toute façon à cette évolution de ce métier. Et je pense que ça peut être vraiment cool. Tu nous as donné pas mal de grains à moudre et de conseils sur le projet entrepreneurial de manière générale, sur les wedding planners, et je te remercie. Mais si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans un projet entrepreneurial, quel qu'il soit, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, je pense que Je pense qu'il faut pas se lancer dans un projet entrepreneurial pour le projet entrepreneurial. Il faut se lancer dans un projet entrepreneurial pour le fond de ce projet. Mmh. Je m'explique. Moi, je n'ai jamais voulu être entrepreneuse. D'ailleurs, le truc le plus dingue aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, je me verrais pas faire autre chose. Moi, je voulais être wedding planner. Je voulais être wedding planner salarié. J'ai compris que ça n'existait pas. Donc, par défaut, j'ai créé mon entreprise. Vraiment par défaut, ça me faisait suer de le faire. Euh, C'était contraignant de créer une entreprise avec tout ce que ça engendre, t'as pas de salaire fixe, t'es flippant, t'as peur de ton chiffre d'affaires, t'as peur de tout. Mais ce qui m'a tenue, c'est parce que je suis passionnée. Et donc, c'est mon métier de wedding planner qui me tient à mon statut d'entrepreneuse. Et quelquefois, j'entends des gens qui sortent d'école de commerce qui disent, moi, de toute façon, je sais pas encore quelle sera mon idée, mais moi, je vais créer des entreprises. Mmh. Et ben, moi, je pense que ça, je pense que c'est une erreur. Alors après, tu vas me dire, il y a des mecs au CAC 40, ils ont dit ça, ils sont milliardaires aujourd'hui. Donc, évidemment qu'il y a des exceptions. Mais quand on parle à notre niveau, à nous,
Voilà, à un niveau où on n'est pas des millionnaires. Les vrais gens de la vraie vie, oui. Voilà, des vrais gens de la vraie vie, où du coup, on essaie de passer des seuils en chiffre d'affaires, etc. Eh bien, moi, je pense que le conseil, c'est d'abord d'être passionné, ou tout du moins d'être fasciné par quelque chose, et après de devoir créer son entreprise autour de ça. Ce sera ça le vrai conseil. C'est pas créer une entreprise et se dire, d'ailleurs, toutes celles qui sont devenues wedding planner par opportunité, elles n'ont pas tenu. Une de mes wedding planners qui m'avait formée à l'époque à Angers, que j'adore d'ailleurs, qui s'appelle Cécile, en fait, c'était par opportunité. Elle a vu ce métier que c'était un métier d'avenir et elle l'a fait. Et sauf qu'en fait, c'était pas suffisant parce qu'elle n'était pas passionnée. Et donc, au bout de 3 ans, 4 ans, ça l'a fatiguée. Donc, le conseil, c'est vraiment de prendre quelque chose qui nous anime à ce point parce que ça va faire vos jours et vos nuits. Ouais, c'est un très bon conseil. J'espère que d'autres l'appliqueront. Si tu pouvais parler à la Élodie que tu étais il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, oh la vache, on va faire un truc énorme et que tu t'en rends pas compte. Ouais, je pense que je lui dirais ça. Ce serait dingue. Ouais, et surtout, je dirais fais tout pareil en fait, hein, parce que franchement, ça nous a emmené à un endroit incroyable. C'était un kiff. Même si, tu vois, hier, j'étais dans mon lit, j'étais malade à crever, etc., et que j'ai décalé rendez-vous par rendez-vous, parce que je croyais vraiment que j'allais pouvoir me lever de mon lit, mais j'ai pas réussi. Mais même dans les journées comme ça, je me dis, je suis chanceuse de faire ce métier, parce que quand je dis à mes clients que je suis malade, mes clients me disent, reste au lit, machin, parce que j'ai créé un vrai lien avec mes clients. Alors que si j'étais juriste, on me dirait, oh, un arrêt de travail, blablabla. Donc, en fait, voilà, dans mon quotidien, même quand mon quotidien est moins glamour, et ben, en fait, voilà, moi, je suis trop contente de là où je suis contente de continuer mes mariages, je suis contente de ma team, je suis fière de ma team. Franchement, j'étais au-delà de mes rêves et du coup, c'est génial. Donc, je pourrais que dire, la petite Élodie, trace et écoute personne qui te dise que ce métier, c'est pas un métier. T'as raison, c'est un métier. Et justement, j'ai une question qui me vient. Pourquoi les femmes sont plus performantes dans ce métier que les hommes? En vrai, on ne peut pas savoir. Parce que je connais que 3 hommes wedding planners sur les centaines de femmes. Ça Et les je pense qu'ils intéresse sont pas. pas mauvais, ceux qui sont. Je pense que ça va être compliqué de pas être sexiste en répondant à cette question, et pourtant, je ne le suis pas. Mais c'est vrai que on est éduqués, parce que là, c'est la Gen Z, hein. C'est les millennials, c'est nous, la génération Y qui sont wedding planners en ce moment. La Gen Z, ils sont avec moi, ce sont mes élèves. Et la Gen Z, ils n'ont pas été éduqués comme nous. Nous, là, les millennials, on a été éduqués quand même dans un monde où le mariage, c'était très féminin. Ouais. On a rêvé devant le mariage de Cendrillon, on a rêvé devant le mariage de Twilight, on a rêvé devant le mariage de ma meilleure amie avec les robes de Vera Wang. J'ai rêvé du mariage de Gossip Girl de Serena et Blair, du deuxième. Bref, en gros, on a rêvé, on a eu ces codes-là. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça nous a emmenés à l'univers du mariage qui nous parle énormément. Sauf que la Gen Z aujourd'hui, quand j'adore les séries encore, donc finalement, je regarde des séries de la Gen Z, et ben, je me dis, eux, ils sont pas du tout dans le même univers que nous. Et c'est comme ça qu'en cours, j'ai des mecs aussi. C'est bien. Et ouais, et c'est vraiment une question d'éducation, de pensée. Nous, on a été éduqués dans le rose, nos brossades en rose, c'était pour les filles, les brossades en bleu, c'était pour les garçons. Tout le monde est en train de changer. Et du coup, je trouve ça intéressant de péter un peu les barrières et de se dire que je pense que les hommes seront tout aussi doués en wedding planner que nous, les femmes, on serait doués aussi en tant que présidente de la République. Donc, Bien. en fait, je pense que les métiers sont unisexes. Je partage ton point de vue. Mais c'est vrai que voilà, messieurs, si certains nous écoutent, tentez l'aventure entrepreneuriale dans le wedding planning. Exactement. On est arrivé au bout des questions que je t'avais envoyées. J'ai trois questions pour terminer. Réponse au tac au tac. J'attends de toi que sur le vif. Attention. Ok. Quelle est ton héroïne dans l'histoire et pourquoi, Élodie? Ah, l'héroïne de l'histoire. Franchement, je dirais Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, une main de fer dans un gant de velours. C'est ce que je suis au quotidien. En tout cas, c'est ce que j'essaie de tendre au quotidien. Tout à l'heure, on parlait de formes d'éducation. Eh bien, elle a réussi à remonter l'Angleterre à l'époque dans une histoire pas facile. Elle a réussi en tant que femme à la tête d'un pays. Personne n'y croyait. Elle a fait des choses incroyables et j'essaye gentiment de l'imiter et justement d'être quelqu'un de rigoureuse, d'autoritaire quand il le faut, mais douce quand il le faut aussi. Et c'est pour ça que ce banc de fer le chemin de fer dans cette bande de velours, c'est vraiment ma rêve tout le temps, Margaret Thatcher. Ah, tu vois, je pensais que tu m'aurais parlé de Martha Stewart, justement. Comme quoi. Disons qu'après, elle a été en prison, donc bon, du coup, moins drôle. Ouais, moins drôle. Margaret n'a pas été en prison, effectivement. Ouais. Quelle faute t'inspire le plus d'indulgence, Élodie? Pour moi, en fait, à partir du moment où on essaye, en fait, aucune faute n'est réellement une faute. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Donc, en fait, pour moi, c'est
essayer n'est pas une faute. Essayer de dire une connerie, c'est pas grave, c'est Au moins, déjà t'as essayer essayé. d'avoir dit la bonne chose. Se lancer des défis, c'est bien. Et pour finir, quelle est la chanson qui te motive quand tu as le moral dans les chaussettes? C'est un album de Céline Dion écrit par Jean-Jacques Goldman, s'il suffit de donner. Ah, on est vraiment de la gen, les Ouais. millennials. Ah, mais les millennials! Ah, c'est ça, Céline Dion, là, je dirais où tu iras, il va revenir souvent sur. C'est un truc de fou, hein. La semaine dernière, j'ai beaucoup roulé. J'ai fait 2800 km là pour aller du Mans à Strasbourg. Bref, j'ai vu toutes les franchises presque. Et vraiment, j'en pouvais plus au bout du 2800e kilomètre. Et ce qui m'a tenu les 100 derniers kilomètres, c'est les 2 albums de Céline écrits par Jean-Jacques, quoi. C'est, voilà, 95, 98. Et c'est marrant, parce que moi, j'avais 6 ans quand il est sorti le premier, mais je connais tout par cœur. Je connais toutes les mimiques à l'intérieur des chansons, parce qu'à plus à l'époque, vu qu'on n'avait pas, alors là, c'est, pour la Gen Z, on va les faire rigoler, mais vu qu'on n'avait pas de Deezer ou de Spotify, on avait un album, on le séchait à fond, quoi. C'est ça, le disque était rayé. Ah, mais oui. Et en fait, c'est génial maintenant, parce que tu te rappelles pas du truc d'hier, mais tu te rappelles du truc d'il y a 20 ans sur la chanson de Céline. Donc ouais, ça me porte énormément. Et d'ailleurs, souvent, je ne pars jamais d'un mariage tant qu'il n'y a pas eu J'irai où tu iras. Ce sera notre tips. Maintenant, on connaît ton secret. Je te remercie énormément, Élodie, d'avoir accepté de te prêter à mon jeu de questions-réponses. Et la Avec sincérité plaisir, de ouais. toutes tes réponses, c'était génial. Ah bah, J'espère écoute, que c'était cool. les gens se régaleront à nous écouter, autant je me suis régalée à discuter avec toi. C'est adorable, Audrey. Merci vraiment, en tout cas, d'avoir pensé à moi. De toute façon, mon univers, c'est peinture nature, peinture. Donc, bah, tu l'as eu en live. Génial. Merci beaucoup. Et ben, prends soin de toi, Audrey. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.